ce 39e rendez-vous de Paul Biya avec la jeunesse camerounaise en 40 ans de pouvoir. L'opinion publique nationale reste partagée sur cette autre adresse à l'endroit de la jeunesse. Répétition ou perspective nouvelle, c'est l'essentiel, madame, monsieur, de ce dernier numéro Equinox Soir dans la capitale Yaoundé. Bienvenue une fois de plus. Tout de suite, Equinox Soir. Discours du 10 février, répétition ou perspective nouvelle. Pour en parler, nous avons invité en plateau Dame Dikoumé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous qui nous regardent. C'est un véritable plaisir de me retrouver sur votre plateau ce soir. Voilà, bienvenue. Marcel Olivier Ndi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci une fois de plus de convier l'OMPCN à votre plateau. Voilà. Serge Bikoy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Salut à tous les téléspectateurs. Voilà, je reste avec vous, Serge Bikoy. La sociologie du discours d'hier. Quelle lecture? Bien. Lorsque je jette un regard panoramique sur le discours du chef de l'État de la jeunesse camerounaise, il y a un ensemble de permanences et de ruptures. Parce que lorsque l'on parle de permanence, il s'agit de relever un ensemble d'éléments qui relèvent des éléments qui sont régulés dans le discours du chef de l'État. Voilà. Parmi les permanences, là, on peut noter la récurrence des statistiques. Parce qu'il faut le relever, ces dernières années, le chef de l'État a toujours insisté sur des statistiques que l'on peut davantage comptabiliser par rapport au nombre d'emplois, par rapport... Certains lui ont fait ce reproche à un moment qu'il n'y avait pas... On va y arriver. On va y arriver. Et ça rentre là dans l'approche quantitative du discours qui vise davantage à permettre de présenter au moins un ensemble d'indicateurs permettant de comprendre le fonctionnement de l'emploi au Cameroun, même si on peut revenir sur un ensemble d'aspects. On peut également noter des permanences par rapport à l'évocation d'un ensemble de projets. Parce que ces dernières années, vous allez constater que le chef de l'État est dans une dynamique de création de projets. Oui. Tout a commencé dès le départ avec le plan spécial traînage jeune, oui. Ou bien encore avec le plan de promotion agro-pastorale, Piazzi, Pageu, ou encore le PIFMAS. Ce sont des éléments qui relèvent des permanences dans le discours du chef de l'État. Et on est là dans l'approche quantitative. Maintenant, si l'on veut questionner aujourd'hui l'approche qualitative, on va se questionner notamment sur ces statistiques. Parce que lorsque l'on parle aujourd'hui de 22 000 emplois directs, on peut se questionner sur ces emplois-là dans les différents secteurs. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire étalage d'un chiffre qui peut avoir la configuration d'un chiffre pompeux ou bien creux ou bien même sulfureux. Mais encore faut-il indiquer l'ensemble des strates d'emplois où justement ces emplois ont été créés. Et c'est là où pour ça, le président devait faire dans son discours. Si l'on veut véritablement avoir une approche suffisamment explicative, de manière que... Oui. Pour éviter tout débat après. De manière que les lecteurs, les auditeurs, même que les téléspectateurs puissent en savoir davantage, oui. Il faut véritablement que l'on comprenne pourquoi l'évocation d'un tel chiffre qui peut avoir la configuration d'un chiffre boursouflé, c'est-à-dire un chiffre qui est vaseux, mais dont on ne maîtrise pas la traçabilité en termes de comptabilité même des emplois dans l'ensemble des secteurs. On a le secteur public, le secteur parapublic et le secteur privé, sans oublier également les emplois, l'auto-emploi au Cameroun. Ouais. Donc c'est mieux toujours de stratifier de manière que l'on puisse véritablement savoir de quoi l'on parle concrètement. Maintenant, il faut également relever que au niveau des ruptures, on peut davantage noter que le discours du chef de l'État a la propension à trouver un ensemble de solutions, à la résolution, à trouver un ensemble de solutions aux problèmes des jeunes. Oui. Parce que lorsque vous voyez la création d'un ensemble, on parle par exemple de 600 000 emplois qui seront créés en 2022 par rapport à l'implémentation des collectivités territoriales décentralisées. Ça peut avoir justement la configuration de quelque chose qui relève d'une dimension positive. Mais là également, on peut se questionner parce qu'en réalité, lorsque l'on parle de 600 000 emplois, je vais revenir toujours dans l'orientation du départ, à savoir que ces 600 000 emplois, c'est vrai, on parle des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est là où il faut aujourd'hui chercher à savoir ce sera davantage orienté vers quel secteur. Lorsque l'on parle des collectivités territoriales décentralisées, on veut davantage avoir par exemple une agence d'emploi
qui sera implémenté dans l'ensemble des 360 communes pour voir comment on peut décentraliser un ensemble de fonctions, Conseil national de l'emploi, Fonds national de l'emploi, ou encore les différents observatoires qui existent. Parce que ça nous permet là aujourd'hui de questionner ces 600 000 emplois qui seront davantage destinés à ce secteur-là. Maintenant, de façon globale, je pense qu'il est aujourd'hui question de pouvoir constater quelque chose. Si aujourd'hui on veut davantage implémenter des nouveaux programmes et des nouveaux projets, c'est mieux toujours de faire le bilan des anciens projets de manière à voir les acquis et les passifs. Et c'est sur la base des passifs que l'on peut aujourd'hui créer de nouvelles perspectives en termes de réorientation du secteur de l'emploi, en termes de réorientation des opportunités socio-professionnelles. Aujourd'hui, qui peut nous dire concrètement ce qu'ont apporté les anciens projets tels que PIACI, PAGEU et le PIFMAS? Moi, j'ai eu à travailler ces derniers temps avec la plateforme indépendante pour la jeunesse et la démocratie de la PJDK qui a questionné ces projets ces dernières années pour chercher à savoir qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a reculé. Et je me suis rendu compte lors de ce rapport qui a été publié il y a un mois qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de fonds qui se posent même en termes de financement des projets des jeunes. Il y a certes des idées qui sont mises en vitrine par des jeunes, mais il y a un problème d'accès à un ensemble de financement de manière que l'on puisse vérifier ces emplois-là. Il y a également un autre problème lié par exemple au suivi des différents projets. Parce que vous pouvez bénéficier d'un financement, mais par la suite, on ne voit pas l'évaluation qui est faite à mi-parcours et en fin de parcours pour chercher à savoir est-ce que le projet que vous avez par exemple implanté en 2018 a eu des succès ou bien des échecs en 2019, en 2020 ou bien en 2021. Donc, c'est mieux toujours de mettre en vitrine une approche globale pour chercher à savoir véritablement qu'est-ce qui a été relevé comme des acquis, qu'est-ce qui a été relevé comme des passifs. Si ça manque, ça montre qu'on ne peut pas aujourd'hui implémenter de nouveaux projets, alors qu'en réalité, ce qui a été davantage implémenté depuis 3 ans, bien depuis 4 ans, n'a pas eu une comptabilisation en termes de bilan critique. Et c'est pour cela qu'on continue de se questionner à ce niveau. Voilà, mais Florence dit comment justement les projets, les chiffres. Le président a avancé des chiffres lors de la 55e édition l'année dernière. Et aujourd'hui, il avance d'autres chiffres. Il y a une nette évolution. Je vous prends par exemple le cas du financement. L'année dernière, il parlait de 5 500 projets, environ 15 milliards pour 16 000 jeunes dans 66 villages. Cette année, il nous parle de 8 430 projets dans 132 villages. Comme a dit Serge Bikoy, on ne sent véritablement pas ça sur le terrain. Je crois qu'au niveau des chiffres, excusez déjà de peu... Oui, vous en êtes pardonné. Au niveau des chiffres quand même, bon, je commence déjà par saluer ce discours qui, même s'il n'a pas été novateur sur toute la ligne, il y a eu des rappels de redites parce que lorsqu'il y a des procédés d'insistance, ça veut dire que quelque part, on voudrait que le message passe à tout prix. Il n'était pas question d'un réquisitoire, il n'était question que d'un discours. Monsieur Serge Bikoy, qui par ailleurs pourrait être ancien de journaliste, je ne viendrai pas lui apprendre ce que c'est qu'un discours. Le discours est loin d'être un réquisitoire. De manière ramassée et suivant certaines articulations, le chef de l'État a voulu démontrer qu'il pense à sa jeunesse et il a démontré à suffisance ce qu'il a déjà eu à faire pour cette jeunesse-là. On lui demandait de faire un bilan. Bon, ça c'est une proposition. Je crois que dans les prochains discours, le chef de l'État pourra en tenir compte. Mais là, lorsqu'il nous parle aujourd'hui de 600 000 projets pour 132 villages pionniers, on ne peut pas parler de villages pionniers si rien n'est fait. Nous avons eu le spécial plan triennal jeune, où les jeunes ont bénéficié, n'est-ce pas, des financements. Il y a eu un certain suivi. Et au-delà de là, du côté du ministère du développement rural, il y en a qui ont également bénéficié de financements. Le suivi, il est fait par les délégués d'arrondissement. Donc, je demanderai quelque part aussi à mes copanélistes de se rapprocher des différentes structures pour avoir effectivement les statistiques, à savoir combien de villages pionniers il y en a, combien d'emplois effectivement créés, le suivi se trouve exactement à quel niveau. Je ne pense pas qu'il était, n'est-ce pas, du rôle du chef de l'État de venir hier encore nous rappeler ce qui a déjà été fait. Oui, tout à fait, dans un discours. Ok. Voilà, Marcel Olivier dit 66 villages, le chef de l'État est passé à 132 villages pionniers. Bon, il faut déjà d'abord... Ça évolue quand même. Bon, est-ce que ça... Vous sentez ça? Est-ce que ça évolue? Très sincèrement, je ne ressens pas véritablement ça. Parce que il faut que, pour qu'on ressente que les actions du chef de l'État sont perceptibles à l'échelle
de la petite ménagère, il faut justement que la ménagère se sente qu'il y a quelque chose qui a changé dans son train quotidien. Moi, j'ai un grand problème avec ceux qui aident le chef d'État à rédiger son discours, parce que quand on essaie de l'analyser dans le fond et dans la forme, il faut savoir que le discours du chef de l'État, en principe, doit s'inscrire dans un cadre programmatique et législatif. Le cadre programmatique ici, c'est naturellement la SND 2030. Et le cadre législatif, c'est la Constitution. À chaque fois, le chef d'État parle de création d'emplois, mais le rôle du chef de l'État, si on s'en tient à notre Constitution, n'est pas de créer les emplois, mais de créer des conditions favorables au développement de l'emploi. Et en dehors de ça, le rôle de l'État, c'est d'assurer la protection des minorités. Ce n'est pas d'entrer dans tout ce qu'il est en train de dire là. Et ça rentre beaucoup plus, on a l'impression que ceux qui l'aident à rédiger ce discours-là font beaucoup plus l'angélisme, c'est-à-dire qu'ils veulent magnifier les actions d'un homme, alors qu'en réalité, cela ne devrait pas se faire. Moi, je pense qu'il n'appartient pas au chef de l'État de venir présenter, indiquer que nous avons créé tel nombre d'emplois, nous avons créé tant de villages pionniers. Je pense que le chef de l'État devrait beaucoup plus s'appesantir sur les politiques publiques et montrer les grandes lignes, faire un bilan, que bon, voilà ce que nous avons opéré. Et donc, quand on rentre un peu plus en profondeur dans le discours du chef d'État, il a parlé de la formation professionnelle. Il a parlé également d'augmenter l'offre de formation. Ben, il y a l'augmentation de l'offre de formation en quantité, mais il faut se rassurer que c'est la qualité qu'il y a aussi la qualité. Parce que si vous lisez la SND 20 ans, vous verrez qu'il est indiqué au niveau du chapitre du développement humain, chapitre 4, je crois, du développement humain, qu'il faut que la formation professionnelle, la formation universitaire au Cameroun soit dans les standards internationaux. Mais quand vous allez dans nos universités au Cameroun, il n'existe pas de laboratoire. Ça pose forcément un problème. Ça veut dire que cet objectif-là ne peut jamais être atteint. On parle de la professionnalisation des enseignements. Est-ce que l'État a instauré un dialogue permanent entre les universités, les différentes écoles, pour savoir si les curricula sont adaptés aux demandes, aux offres d'emploi sur le marché de l'emploi? Voilà les choses sur lesquelles le chef d'État devrait s'appesantir. Bon, on peut déplorer cela et nous dire que peut-être que ceux qui l'aident à rédiger ce discours-là font beaucoup plus de sa publicité plutôt que vraiment entrer dans ce qui devrait être. Je ne vais même pas m'arrêter là. Je voudrais également ajouter que quand il parle des départements ministériels, par exemple, qui ont géré la formation, etc., ben, est-ce que ces départements ministériels-là se sont approchés? Par exemple, si je prends le cas du ministère de l'Emploi, est-ce que le ministre de l'Emploi s'est rassuré qu'il y a des emplois décents au Cameroun? Parce que vous allez remarquer, le secteur de l'éducation, par exemple, qui est un grand vivier en matière de production d'emplois, on a des enseignants, par exemple, dans le privé, qui ne sont pas affiliés à la CNPS. Est-ce que le ministre s'est rassuré que, par exemple, s'il y a 1000 collèges privés qui pourvoient, par exemple, 10 000 emplois, est-ce que ces 10 000 emplois sont stables? L'État, voilà le rôle de l'État. S'assurer que les populations ont des conditions, une situation sociale qui est adéquate. Or, vous allez dans les établissements, dans les collèges privés et même dans les sociétés, vous allez trouver que là-bas, il y a des gens qui ne sont pas affiliés à la CNPS. Il y a des gens qui ont un salaire de 400 francs l'heure. Vous voyez tout ça. Et c'est ça qui laisse l'impression qu'il n'y a pas du travail au Cameroun, alors qu'en réalité, il y a du travail parce que justement, l'État ne joue pas son rôle, qui est de s'assurer que les travailleurs sont dans des conditions de salaire, des conditions de travail décentes, ils ont une sécurité sociale, etc., etc. Donc, moi, je pense que le discours du chef de l'État fait beaucoup plus dans l'angélisme, dans la magnificence de l'individu, notamment le président de la République, son Excellence Paul Biya, alors qu'en réalité, il ne devrait pas être, ça ne devrait pas être le point focal de son discours. Voilà. Denis Emilien Tangana, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Serge-Alante, bonsoir aux panélistes. Voilà. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox. Voilà, Denis Emilien Tangana, vous avez sûrement suivi ce discours avec une attention particulière. On pense qu'il y a eu beaucoup de répétitions dans ce discours, beaucoup de choses entendues, très peu de perspectives nouvelles. Je crois qu'il faut déjà rappeler que c'était le 36e discours du président de la République à la jeunesse. Et moi particulièrement, j'avais un engouement de suivre ce discours, mais à un moment donné, j'ai commencé à bagarrer avec le sommeil. Oui, parce que dans l'envie de vouloir suivre tout le discours et puis le sommeil qui arrivait, j'étais vraiment dans une bataille terrible. Donc du coup, ma conscience en réalité ne s'attendait pas à des nouvelles choses que le chef de l'État allait dire, parce qu'on est habitué à des discours, on est habitué à des conseils dans le discours du président de la République, des conseils qui donnent à la jeunesse, mais il faut rappeler quand même que c'est le 36e discours et ça fait beaucoup de conseils. Et il y a un proverbe dans mon patois, dans ma langue en letton, qui dit que trop de conseils ont rendu le varan sourd. Donc les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin de tous ces conseils. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de l'action, ont besoin du concret. Et quand on parle du concret, il faut que le président de la République sache qu'on ne peut pas gouverner un pays qui est constitué pratiquement à 78% des jeunes en mettant les jeunes à l'écart. Lorsque vous regardez comment notre pays est géré, vous vous rendez compte que selon les statistiques... Mais il a parlé de la transition générationnelle. Non, ce n'est pas... Lors du 55e, il dit qu'il y a des jeunes qui ont intégré les institutions, parlement, municipalités et au niveau des régions. Il faut s'interroger. Je crois que là, si on s'en tient au texte, oui. Au texte qui consacre l'âge de la jeunesse, la Charte africaine de la jeunesse, l'UNESCO et les textes au niveau du Conseil national de la jeunesse c'est jusqu'à 35 ans au Cameroun. Alors maintenant, interrogeons-nous. Autour de 35 ans, connaissez-vous un ministre qui a moins de 35 ans ou bien qui a 35 ans? Connaissez-vous combien de maires qui ont 35 ans? Et quand bien même on est maire, ce n'est pas le président de la République qui a contribué. Connaissez-vous combien de directeurs généraux? Au moment où on parle de plus en plus, les directeurs généraux illégaux que nous, le combat que nous menons. Donc nous avons des directeurs généraux pratiquement qui dorment dans les bureaux, qui ont près d'un demi-siècle à la tête des directions et des sociétés qui reçoivent des subventions et des entreprises publiques qui sont devenues des entreprises familiales. Or, il est très simple. Il suffit que le président de la République prenne un décret, il décide que la SNH est désormais la propriété familiale de telle famille, le FNE est la propriété de telle famille. Toutes ces sociétés, on dit la SNI appartient désormais à telle famille. Nous autres, nous n'allons plus nous intéresser à ça. On aura compris que ce sont des propriétés de ces familles. Parce que lorsque vous regardez comment ces sociétés sont gérées, vous vous rendez compte que déjà, les directeurs généraux ne parviennent plus à aller au bureau. On vous apprend peut-être que c'est la troisième épouse qui gère la structure. Mais il faut quand même qu'on nous respecte. Donc si on ne peut plus, si on ne respecte plus la notion publique, c'est simple, que le président de la République prenne un décret, il familiarise ces sociétés, il les privatise à des familles et nous on restera tranquille. Donc moi dans ce discours, je m'attendais plus à ce que le président parle aux jeunes en leur disant que je me prépare déjà à aller. Alors préparez-vous aussi à occuper les responsabilités, je vais davantage vous impliquer. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Les échéances électorales qui arrivent en 2025, c'est votre période. Nous allons mettre sur pied un dispositif constitutionnel et légal qui permettra que les jeunes émergent. Mais je crois que le président est resté dans les conseils. Oui. Déjà que nous avons déjà suivi tous ces conseils et ça n'entre plus beaucoup dans nos oreilles. Denis Emilien, une minute. Restons sur ce problème de transition générationnelle. Il dit que les jeunes ont commencé à intégrer. Votre problème, c'est qu'il faut des jeunes à la tête. C'est ça? Écoutez, mais lorsque vous avez... Le problème au Cameroun, c'est que... Des jeunes à l'Assemblée ou bien vous voulez un président à l'Assemblée jeune? Le problème chez nous, c'est que les jeunes sont en retraite. Oui. Pendant que les grands-parents, eux, ils travaillent, ils cherchent le travail, ils sont même fatigués du travail, mais ils ne démissionnent pas du tout. Et c'est le gros problème dans notre pays. Donc, la transition générationnelle ne peut pas se faire telle que le président dit.
Nous, on se rappelle, quand on lit les livres d'histoire, qu'il y a eu des gens dans ce pays qui ont été ministres à 23 ans. Moins de 10 ans, moins de 25 ans. Alors, d'où vient le fait qu'on nous parle d'une transition générationnelle pendant qu'on ne nous permet pas d'avoir l'expérience dans la gestion des affaires publiques? Il faut quand même qu'on comprenne que la démocratie, c'est quand même la dictature de la majorité. Et qu'on ne peut pas, et que c'est un paradoxe, c'est un problème. Qu'on soit dans un pays comme le Cameroun, où pratiquement 78% de la population a moins de 40 ans, et qu'on ne parvienne pas à trouver 2 ministres ou un ministre qui a moins de 40 ans. C'est un problème. C'est une insulte même à la majorité. Donc, il faut vraiment, moi je crois qu'il faut que les jeunes prennent conscience de leur pouvoir. Et ce que nous on attend aujourd'hui du président de la République, c'est que pour finir son mandat de 2025, il faut vraiment qu'il ouvre le pays, qu'il prépare nous autres, la jeune génération que nous sommes, à pouvoir prendre les leviers. Et ces leviers, c'est d'impliquer les jeunes dans l'appareil gouvernemental. Vous ne pouvez pas dire que vous écoutez les jeunes, vous respectez les jeunes, vous travaillez pour les jeunes alors qu'aucun jeune n'est autour de vous. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que vous faites, c'est pour les jeunes alors qu'il n'y a aucun jeune qui gère cela. Celui qui travaille, vous ne pouvez pas travailler pour moi en me mettant à l'écart. Forcément, vous allez travailler contre moi. Donc, c'est important aujourd'hui, au moment où nous sommes à une période extrêmement cruciale de l'histoire du Cameroun. Donc le président de la République gagnerait à faire un gouvernement où il ouvre l'opportunité aux jeunes. S'il n'a plus les noms pour pouvoir faire un gouvernement, nous au niveau du FDC, nous sommes capables de lui proposer des noms pour faire un gouvernement. Nous sommes capables de lui proposer un premier ministre, des ministres, parce que... Ici de votre parti? Même dans son propre parti, il y a des jeunes compétents. Ouais. Donc il peut nous solliciter notre expertise et nous sommes disponibles à pouvoir l'accompagner, à composer un nouveau gouvernement. S'il n'a plus confiance aux gens qui sont dans son entourage, nous on est ouverts, on est disponible parce que le pays a besoin d'un véritable gouvernement. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui a brillé par des scandales incroyables. Donc on ne peut plus nous demander aujourd'hui de faire confiance à ce gouvernement qui a combattu la CAN, qui a profité... Combattu la CAN? Bien sûr. On connaît tous ces ministres qui ont combattu, qui se sont battus corps et âme pour qu'il n'y ait pas la CAN au Cameroun. On connaît que la CAN nous a coûté plus cher que l'organisation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors, on a dépensé pratiquement plus de 3 000 milliards autour des préparatifs de la CAN, dont 1 500 milliards se trouvent dans la poche de quelques individus, ce qui est un problème. Et le président nous a dit le 31 décembre qu'il allait agir. Donc moi, j'étais surpris que dans le cadre de ce discours, il n'ait fait aucune référence à l'action qu'il faut mener, parce que c'est quand même inacceptable. C'est quand même inacceptable. Il s'adressait aux jeunes. Oui, s'adressant aux jeunes. Il faut rappeler que le Cameroun, pour préparer la CAN, s'est endetté. Et que ces dettes, ces emprunts, c'est à la génération, c'est à nous et nos enfants qui allons les payer. Donc il devrait donc nous expliquer le bien fondé de cet endettement et nous dire que ceux qui se sont sucrés autour de cette CAN rendront gorge. Parce qu'on ne peut pas en demander de payer des dettes qui n'ont pas servi à grand chose. C'est bien les stades. Nous apprécions ce qu'il a fait et nous pensons que, moi personnellement, je pense que le président Biya, il a travaillé, il a beaucoup travaillé, mais aussi en tant qu'être humain, le moment est aussi venu pour qu'il prépare à aller se reposer. Monsieur Olivier Di, vous voulez ajouter rapidement? J'ai une question pour... oui, je voulais ajouter que quand les gens qui aident le président à rédiger son discours lui font dire des choses telles que transition générationnelle. Est-ce qu'ils ont oublié que ce sont eux qui sont les premiers à lui présenter des dossiers de prolongation d'activité? C'est-à-dire que quand quelqu'un, l'heure de la retraite a sonné, on vient avec un dossier, on argumente et on dit que non, il doit continuer. Il y a des gens, allez dans les ministères, vous allez trouver des gens là-bas qui ont pris leur retraite depuis Mathusalem. Ils sont à la énième prolongation d'activité. Il y en a qui n'ont même pas de prolongation officiels d'activité, mais qui sont là, ils occupent des postes. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça que je relevais dans mon propos liminaire en indiquant que ces gens font dire des choses au chef d'État qu'il ne peut pas assumer. Parce que le discours du chef d'État est totalement en déphasage. Non seulement il n'est pas actuel, et il est en déphasage avec la réalité du terrain. Je prends le cas, par exemple, le chef d'État a indiqué qu'il y a une dérive langagière dans les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, les constats sont là. Depuis, je peux dire, 2021,
la violence verbale a considérablement chuté dans les réseaux sociaux. Moi, je suis un féru depuis 2021. Depuis 2021, ça a considérablement chuté. Le pic, c'était 2018, 2019 Le pic, c'était 2018 et 2019. Oui. Mais à partir de 2021... Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Non, ce qui s'est passé en 2021, c'est que, le civisme des Camerounais a pris le dessus. Oui. Vous allez remarquer que dans les... par exemple, chaque fois que quelqu'un vous dit, si vous êtes venu proférer des insultes sur mon mur, je vous bloque. Okay. Et il y en a qui signalent, par exemple, sur le réseau social le plus utilisé, c'est Facebook. Il y en a qui signalent à Facebook et on bloque des gens. Il y a une recrudescence de blocage des gens sur Facebook. Donc, vous allez voir, dès qu'on bloque quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, il est suspendu pour 1 mois. Et du coup, les gens ont baissé les insultes. Ils essayent de trouver des stratagèmes. Par exemple, quelqu'un voudrait écrire le mot, par exemple, imbécile, excusez-moi du thème, il va écrire IM, après -BE, ainsi de suite. Donc, en réalité, ce sont des petites échappatoires qui montrent que le discours violent est en train de baisser. Les Camerounais eux-mêmes, ils sont conscients. Et je voudrais rappeler ici que dans les réseaux sociaux, notamment Facebook, chaque fois, les gens ont rappelé le cas du Rwanda. En termes de violence verbale et de tribalisme, de publicité du tribalisme dans les réseaux sociaux. Les gens ont rappelé à chaque fois et les Camerounais prennent conscience. Ça, ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le gouvernement qui a aidé à ce que ce discours baisse. Donc, quand le président vient le dire aujourd'hui... Il revient une fois de plus. Quand le président revient une fois le dire aujourd'hui, moi je dis que ceux qui l'ont aidé à rédiger ce discours, eux-mêmes n'ont pas fait... Je doute même fort qu'ils soient dans les réseaux sociaux parce que s'ils font dire au chef de l'État ce qui n'est plus actuel, ça pose forcément un problème. Est-ce que vous pensez que la parole du chef de l'État ne pèse pas dans ce que vous venez de décrire là, c'est-à-dire cette baisse cette dérive langagière-là? Non, je voudrais vous dire que la longévité du chef de l'État au pouvoir crée une sorte d'aversion vis-à-vis de ce qu'il dit. Oui. C'est-à-dire que les gens s'en foutent un peu. Emilie Atangna a dit tout à l'heure qu'il a bagarré pour ne pas dormir. Combien de jeunes suivent le discours du chef d'État? Parce qu'en réalité, ils sont totalement déconnectés. Ils savent que c'est du déjà entendu. Et du coup, ça ne les intéresse plus beaucoup. Quand bien même on insère, par exemple, les extraits du discours du chef de l'État dans les examens, c'est en réalité, les enfants traitent ça de façon mécanique. Ils n'y mettent vraiment pas une conscience et de telle sorte que ça puisse les amener à changer de comportement. Donc ça ne peut pas être, on ne peut pas placer ça à l'actif du chef d'État, dire que c'est parce qu'il a donné des conseils que les gens les auront écoutés. Sinon, les gens auraient écouté ces conseils avant 2018, où nous avons atteint le pic en matière de violence verbale dans les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas à lui. Lisez, si vous prenez par exemple Facebook, si vous lisez la charte de Facebook, vous verrez que Facebook combat le discours violent dans les réseaux sociaux, les insultes. Et d'ailleurs, il passe à l'action en suspendant les comptes des internautes. Okay. Donc, moi je dis que ces gens ils n'aident pas le chef de l'État. Il ferait mieux d'arrêter de lui faire dire des choses qui sont en déphasage avec la réalité du terrain. Florence Dicomé, le président de la République, comme je l'ai dit en 2021, le 10 février, il a parlé de l'usage pervers des réseaux sociaux. En 2022, il parle usage responsable des réseaux sociaux. Tout à fait, nous avons eu chacun d'entre nous une lecture de cette violence-là. Oui. Entre Camerounais, il faut avouer que ça a baissé. Je ne sais pas si M. Ndji est dans le même Cameroun que nous. Il y a eu, je vous assure, quelque chose de terrible entre les Camerounais et les Ivoiriens. C'est aller dans tous les sens. Côté même ivoirien, on a dû brûler le drapeau camerounais. Je ne sais pas s'il le sait. Donc, le chef de l'État n'ira pas dire aux Ivoiriens, soyez sages. Il s'adresse à sa jeunesse. Il leur demande, n'est-ce pas, d'observer du respect à l'endroit de quiconque. Pas simplement entre nous ici, même à l'endroit des étrangers. N'oubliez quand même pas que nous étions le pays hôte. Il fallait prôner par l'exemple, même si les autres nous insultaient, nous n'avions pas à faire comme eux. Voilà, c'est tout à fait normal qu'ils reviennent là-dessus en nous disant, écoutez, comme pour dire prochainement, ne le refaites plus. Ce n'est pas le seul sommet. Nous avons déjà de très beaux stades qui obéissent aux objectifs du millénaire. Ce qui est certain, c'est que d'autres compétitions arrivent. Ça peut être des compétitions olympiques, ça peut être la Coupe du Monde, ça peut être n'importe quoi. Donc à l'avenir, il veut que nous ayons une tenue correcte à l'endroit des étrangers qui arrivent. Donc je pense que c'est de cette violence-là qu'il parlait. Je vais revenir également à une autre lecture sur le problème de l'emploi.
Je crois simplement qu'il faudrait que les jeunes Camerounais aillent à la quête de l'information. Cette année, le chef de l'État a parlé de 6 000 emplois directs. Il y a eu la contractualisation des jeunes Camerounais. Il y a eu les concours d'intégration. Je suis témoin de ce que je parle, de ce dont je parle. Il y a eu concours, n'est-ce pas, d'intégration des jeunes Camerounais. Il y a eu maintenant tous ces projets qu'on a mis en place, au vu, n'est-ce pas, la décentralisation, parce que, disons-nous, les régions devraient, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de la compétence des jeunes Camerounais. Donc, ces projets ne sont pas fictifs, ce sont des projets porteurs. Et tout ce qu'on demande aux jeunes aujourd'hui, c'est de faire montre, c'est-à-dire que de leurs compétences, en allant présenter auprès des exécutifs communaux, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont mis en place en termes de projets. Les emplois, il y en a. Les discours, les concours dans la fonction publique, il y en a eu. Et je voudrais même souligner ici que depuis un certain temps quand même, ça a été la grande première. Il y a eu un concours du côté de l'ENAM, ce n'est plus allé dans tous les sens, ce qui veut dire que quelque part, les jeunes Camerounais commencent déjà à se retrouver, ils comprennent qu'on a besoin de travail, comme disait encore le chef de l'État hier, le travail, la compétence, l'endurance, et le succès se trouve, n'est-ce pas, au bout du travail. Il l'a dit. Donc, estimer qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, non, je crois qu'on ne communique pas assez. Et aujourd'hui, les ministères foisonnent. Je vais même revenir, je ne sais pas s'il fallait le dire ici, allez-y. Une annonce du ministre des Finances qui estimait qu'il fallait déjà essayer d'arrêter avec les recrutements à la fonction publique, auquel cas on risque d'imploser. Il l'a dit, et je crois que c'était lors, n'est-ce pas, d'une commission gouvernementale. Je crois que c'est rentré dans les oreilles des autres, ils ont compris, il a donné des statistiques. Alors aujourd'hui, quand on parle des projets, c'est en termes de décentralisation qui doivent être effectifs. On a eu un transfert de ressources, il faudrait un transfert de compétences effectifs et il faudrait que tous ces jeunes-là puissent se retrouver. Écoutez, monsieur Ndi, moi je n'aime pas ceux qui sont du mauvais côté de la barrière et qui veulent parler de ce qui se passe en interne. Je représente le gouvernement ici, le RDPC en particulier. Je tiens donc à vous dire que nous avons besoin de ces jeunes-là pour tous ces projets. Ça dit que le premier objectif de la décentralisation, c'est de résorber, n'est-ce pas, le chômage jeune. On a tenu compte des couches les plus défavorisées, les couches faibles telles que la jeunesse, ainsi que la femme. Et à la pause genre, vraiment le chef d'État n'a pas dirigé là-dessus. Et je voudrais même vous dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat, la promotion se fait. Au-delà de ce cas se fait, c'est des financements. Il y a même facilitation. Il y a facilitation de l'obtention, n'est-ce pas, la carte de contribuable. Elle est désormais en ligne. Vous n'avez plus besoin d'aller vous aligner de midi à 14h. Moi, je demande aux jeunes de continuer de suivre le discours. Vous n'avez pas besoin de dormir. C'est même un signe, n'est-ce pas, de mépris avéré. Lorsque le chef de l'État parle, si vous ne voulez pas suivre le discours, c'est vos libertés. Allez dormir. Ne venez pas nous dire que vous êtes resté assis là, à vous battre avec le sommeil, à faire si. Donc, vraiment, je dis ça, c'est du mépris. Faites un peu attention. Au-delà de ce que ce soit un chef de l'État, ce sont les partages de chez nous. Oui. Un peu de respect. Moi, j'invite simplement les jeunes à aller, n'est-ce pas, ça dit que, à aller là où se trouve la vraie information. Qu'ils cessent de s'abreuver, n'est-ce pas, au niveau des sources impropres à leur avenir. Et c'est pourquoi le chef demandait justement hier d'arrêter d'écouter les sirènes de la déstabilisation. Oui, on en parle tout à l'heure. Je crois que Denis Méliat disait qu'il se battait. Je voudrais lui rappeler que même à l'église, pendant que le prêtre fait les gens qui dorment souvent. Ils n'ont pas de raison d'aller à l'église. Voilà, donc, dormir. Il y a des gens qui dorment souvent. Pendant les dés, lorsqu'il y a les raisons funèbres, il y a des gens qui dorment. Mais moi, ça a été vraiment une bataille terrible. Parce que vous êtes en opposition de phase avec ce qu'il dit. Parce que non, j'avais la bonne foi de vouloir suivre le discours, mais du moment où il a commencé à nous dire faites confiance au gouvernement, le sommet est arrivé. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on peut encore faire confiance à ce gouvernement. Ok, Serge Mebikoy. Oui, bon, on peut comprendre la posture de Denis Emile, qui est d'ailleurs normale. Vous savez, Madame Dickou, mais lorsque vous avez la propension à écouter de manière régulière le discours du chef de l'État qui reste et demeure focalisé sur un ensemble d'éléments qui ne convainquent pas suffisamment, on reste là dans le rituel qui devient habituel et par conséquent ça devient lassant, ça devient importunant. Et c'est la raison pour laquelle d'aucuns peuvent avoir la propension à ne plus l'écouter ou bien à l'écouter en sommaire, comme le disait Denis Milatana. Parce qu'en réalité, on n'a plus la conviction de ce qui sera dit par le chef de l'État va satisfaire aux attentes des uns et des autres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage se questionner sur la permanence d'un ensemble de déterminants dans ce discours. Si l'on questionne aujourd'hui, par exemple, l'emploi, vous allez vous rendre compte que le problème du chômage reste toujours prépondérant. Et c'est pour cela qu'on cherche à savoir est-ce qu'en réalité, l'État travaille à ce qu'il y ait justement, à ce que ce problème soit résolu. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que l'État n'est plus
l'État paternaliste, c'est-à-dire que celui-là qui est une macrostructure qui doit pourvoir aux emplois à l'ensemble de la masse juvénile. Mais je pense que dans une dynamique synergique, on pourrait davantage voir comment on peut optimiser d'autres secteurs. Parce que lorsque l'on parlait par exemple de la création de 3 nouvelles universités, on se pose la question de savoir quelle a été la contribution des anciennes universités d'État qui sont là à la résolution du problème du chômage. Lorsque l'on voit aujourd'hui des diplômés, des milliers de diplômés, des millions de diplômés sans emploi. Il y a donc un problème aujourd'hui sur la sempiternelle question sur l'adéquation entre la formation et l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut contribuer davantage à créer des universités de manière qui ait une proportion prépondérante des chômeurs? C'est pour cela qu'on se questionne. Et où va justement l'État dans ce giron-là? Même si on veut avoir l'objectif de rapprocher ces nouvelles universités avec un ensemble de jeunes dans des différentes localités, est-ce qu'aujourd'hui, l'on se pose la question de savoir finalement quel sera le devenir de ces étudiants lorsqu'ils vont également contribuer? Une université dans chaque chef-lieu. Oui, en région, c'était ça l'objectif. C'est l'objectif qui avait été initialement fixé lorsque l'on voit justement le canevas théorique et paradigmatique de la création de ces 3 nouvelles universités. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher l'université d'un ensemble d'aires culturelles de manière que chacun puisse justement s'insérer dans ces arcanes universitaires. Mais au finish, est-ce que l'on pourra davantage bénéficier d'un ensemble de jeunes qui vont aujourd'hui s'insérer dans le marché de l'emploi? Vous avez aujourd'hui le système LMD qui a déjà plus d'une décennie. Lorsque vous faites une évaluation systématique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement systématique par rapport à l'amélioration des conditions de vie de ces nombreux diplômés? Ça, c'est un aspect que je relève. Je reviens également sur l'aspect des dérives sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que je peux également m'interroger sur l'orientation présentée tout à l'heure par Marcel Olivier Ndi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une enquête qui a été faite, notamment en 2018, pour chercher à savoir quelle est la proportion d'un ensemble de déviances que l'on a noté sur la toile? Parce que vous avez aujourd'hui une catégorisation sur la toile. Vous avez les cybercriminels, vous avez les cyberharceleurs, vous avez les cyberinsulteurs, vous avez les cybergénocidaires, vous avez les cybersuprémacistes ethniques qui ont justement favorisé la haine tribale. Vous avez également les cyberpromotrices de la déviance sexuelle. Parce que vous voyez le phénomène des influenceuses qui a défrayé la chronique lors de la CAN. On est là face à un problème déterminé. Parce que vous avez mis les ultra-patriotes. Non, moi je suis encore sur l'orientation de la typologie des déviances sur la toile. Cyber-suprémacistes ethniques, cyber-insulteurs, cyber-harceleurs, cyber-génocidaires et cyber-promotrices de la déviance sexuelle. Les antipatriotes, ça peut entrer dans la catégorisation également. Pas les anti, les ultras. Vous avez les patriotes, les ultra-patriotes. De toutes les façons, chacun est dans une technologie qui est davantage relevée et on peut y mettre une signification déterminée. Moi, je pense que si vous menez une enquête systématique sur les réseaux sociaux, vous constaterez que le problème reste préoccupant. Et c'est la raison pour laquelle il y a justement une fixation, une évocation de ces problèmes-là. Parce que faites le tour des différentes plateformes, Facebook, WhatsApp, entre autres, faites le tour des différentes pages Facebook d'un ensemble de figures de la scène publique camerounaise. Vous constaterez que le problème reste demeure préoccupant. Parce qu'en réalité, il y a toujours des acteurs qui travaillent à faire émerger, voire ancrer même cette typologie que j'ai relevée tout à l'heure. C'est pour cela qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'en réalité, en arrière-plan, ceux-mêmes qui sont par exemple au gouvernement ne travaillent pas à ce qu'il y ait la pérennisation de ce phénomène. Parce que n'oubliez pas, il y a des financiers qui sont dans le gouvernement. Dans le gouvernement et des soutiens, des financiers. Dans le gouvernement, il y a des soutiens. Dans le gouvernement et les soutiens de ces membres du gouvernement. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyez la prolifération des faux profils, vous ne savez pas qui est derrière. Il y a des acteurs qui travaillent en arrière-plan de manière à pouvoir créer une milice cybernétique. On a l'impression qu'aujourd'hui, ceux sur qui on peut jeter l'anathème ou bien le discrédit, ce n'est que la face visible de l'iceberg, mais en arrière-plan, il y a un travail de formatage de l'opinion publique en termes même de multiplication de ces déviances cybernétiques.
Et vous savez, lorsque vous voyez aujourd'hui comment chacun travaille, vous avez les figures de la scène publique qui sont sur les réseaux sociaux et nous voyons également leur travail éminemment négatif, de manière à pouvoir alimenter davantage les dérives verbales, la haine tribale, entre autres. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un problème préoccupant au niveau en amont, alors qu'en aval, le problème demeure. Donc, si vous menez une enquête qualitative sur l'ensemble des discours, des expressions, des mots qui sont véhiculés par un ensemble de figures de la scène publique, de même que des différents acteurs sociopolitiques, vous constaterez que le problème demeure prépondérant. Voilà, phénomène prépondérant. Vous comprenez donc pourquoi le président de la République insiste sur l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, bon, moi j'ai une grosse préoccupation sur la question de l'emploi. Oui. Parce que lorsque on fait, bon, je ne sais pas si c'est le président qui écrit ou bien on lui écrit, mais lorsqu'il prononce certains chiffres, je vous assure qu'il y a des jeunes à la maison qui se sautent, qui crament. Ils demandent, mais les emplois là, ça passe où? Est-ce que les emplois là, ça se passe comme à la SNH? Ils se sautent dans leur sommeil? Parce qu'ils ne voient pas ces emplois. Ils sont en quête d'emploi, mais ils ne les voient pas. Ah, ils suivent quand même le discours? Ça veut dire que même s'ils le suivent après. Ah, ok, c'est après. Mais lorsqu'on fait les commentaires qu'il y a tant de nombre d'emplois, comme madame me le disait ici, tant de nombre d'emplois qui ont été créés, mais ils sont surpris. Ils se posent la question, est-ce que ces emplois-là, pour se faire recruter, ça se passe à la SNH, ça se passe comme à la SNH. À Camtel, il n'y a pas d'appel à candidature, il n'y a pas d'offre d'emploi. La SNH, toutes ces sociétés où il y a les directeurs généraux illégaux qui on a dépassé. On a dépassé. Mais écoutez, on ne peut pas avoir le Fonds national de l'emploi où vous avez un directeur général qui a plus de 40 ans, qui n'y va même plus, et toutes ces sociétés, vraiment, où on ne comprend même pas en réalité comment le recrutement se fait. Oui. Le recrutement est pratiquement familial. Vous comprenez? Donc du coup, lorsqu'il y a un poste à pourvoir, ça se passe dans les messages, dans les groupes WhatsApp de la famille. C'est là où il y a l'appel à candidature, l'offre d'emploi. Vous êtes dans ces groupes-là? Comment vous savez? Ces groupes existent. Ces groupes existent. Puisque vous êtes membre de ces entreprises ne sont plus en réalité des entreprises publiques. Oui. Ça a été des dons qui ont été faits à certains individus. Ouais. Qui sont là-bas, on les a oubliés. Et malgré que la loi est assez claire, que le mandat en réalité c'est de 3 ans, c'est de 3 ans renouvelable 2 fois, on les a oubliés. On leur donne des subventions chaque année qui se partagent entre les membres de la famille. Ça ne dérange personne. Mais nous on insiste vraiment. Ouais. Pour le respect des Camerounais, il serait urgent et judicieux que le président de la République prenne un décret et il institue que telle société appartient est la propriété de telle famille. Nous, on ne va vraiment plus s'inquiéter. Nous, on ne va plus chercher à savoir ce qui se passe là-bas. On saura que ça leur appartient et nous, on prendra acte. Vous comprenez? Oui. Lorsqu'on parle de l'emploi, on nous dit que le président dit il crée un fonds de garantie pour les entrepreneurs. Bon, la première question que moi je vais lui poser, c'est qu'est-ce que la banque des petites et moyennes entreprises est devenue? Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif? La banque agricole, est-ce que ce n'était pas ça l'objectif? Est-ce que chaque année, il faut venir nous annoncer la création de nouvelles structures, alors que celles qui existent, on n'a pas déjà un bilan, et qu'il faut simplement créer des structures pour bombarder des postes de directeurs généraux aux gens et des PCA, et leur donner des gouffres à sous, leur donner des CA avec garde du corps? C'est un problème. C'est pour ça que nous autres, on est inquiets lorsque le président dit qu'il y a eu tel chiffre d'emploi, tel emploi a été créé, il faut rester. Quand on parle même encore de garanties, vous et moi, on sait que la meilleure garantie pour un entrepreneur au Cameroun, c'est le titre foncier qu'on peut hypothéquer dans une banque pour pouvoir avoir un financement pour son business. Mais au Cameroun, puisque le chef de l'État parlait, en principe, il parlait aux jeunes de moins de 35 ans. Est-ce que dans l'état actuel, il est possible d'avoir un titre foncier à moins de 35 ans? Ce n'est pas possible sur le plan de la législation. Alors, comment voulez-vous qu'un entrepreneur qui veut bien se lancer, qui veut bien faire tout ce qu'il veut faire, s'y lance, alors qu'il n'a pas la possibilité d'avoir accès à une propriété foncière, à un titre foncier qu'il peut hypothéquer pour avoir? C'est autant de questions. Et ce n'est pas après 36 ans que le chef de l'État doit prendre conscience de cela.
il faut rappeler qu'il s'agit du président de la République qui gère tout l'argent des Camerounais. Donc il ne doit pas venir nous parler comme le pape. Parce que le pape, il reste dans les intentions, dans les vœux. Bon, s'il y a la guerre dans un endroit, il dit je prie pour vous et il reste à ce niveau. Vous voyez? Or, ici, le président a un budget. Il a l'État, les pouvoirs publics, la puissance publique entre ses mains. Il peut nommer, il peut défaire. Il peut décider que moi où je suis là, que je gère 4 000 milliards. Il signe simplement, vous allez gérer 4 000 milliards ou bien 2 milliards. Il peut le faire. Donc, il ne peut pas se contenter de nous faire les vœux. Parce qu'il y a les moyens, il y a les ressources. Et ce dont nous on a besoin en tant que jeunes, c'est que le président ouvre le pays. S'il veut vraiment travailler pour l'emploi des jeunes, qu'on donne la possibilité aux jeunes de travailler pour eux-mêmes. Vous ne pouvez pas vouloir travailler, créer de l'emploi en laissant des gens du troisième âge à la tête. On les respecte, ils ont fait beaucoup, mais il faut qu'on sache qu'il y a un temps pour se reposer. On ne peut pas laisser les gens de 83 ans, 85 ans, lorsqu'ils vont dans les séminaires internationaux, ils vont dormir dans les salles. Pendant que d'autres pays ont des directeurs généraux qui sont des jeunes, qui font des brainstorming, des exposés, vous sentez, il y a de la vigueur. Mais nos directeurs généraux, ils sont fatigués, il faut les comprendre. Ils dorment. Ils n'ont même plus la possibilité. Vous dormez devant quand le président parle? Non, c'est parce que vous comprenez donc le sommeil Non, je n'avais pas le mot. Non, le problème... Au niveau des aînés sociaux, non, au niveau des cadres sociaux. Ici, c'est une question de morale. Oui. C'est une question... Il faut rappeler que c'était le 36e discours. Donc, et lorsque le président a commencé à donner les conseils, je me suis rappelé que j'ai déjà écouté ses conseils. Et c'est même grâce à ces conseils que je suis ce que je suis. Ok. Et voyez donc, vous, si je continue seulement à écouter les conseils, à un moment donné, ça peut me rendre sourd. Florent Dikoumé, le président a parlé de la mise en place par le gouvernement d'un cadre incitatif favorable aux initiatives entrepreneuriales des jeunes de la diaspora. Voilà, à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Oui, il a dit, vous faites bien de le rappeler, comme quoi si vous êtes dans la diaspora, vous avez fini vos brillantes études, vous avez la compétence, la matière grise, revenez, il lance un appel allant dans ce sens. On va déjà aller dans la diaspora, même ici. Nous avons toujours vu le chef de l'État pendant ses multiples sorties, au-delà du GICA, aller avec un autre groupe patronal des jeunes hommes d'affaires du Cameroun, qu'il a souvent amené, n'est-ce pas, pour nouer des contrats à l'extérieur. Et ils sont là, ils travaillent en bonne et due forme. Je ne vais pas me mettre à citer. Ils sont tous regroupés dans l'OMECAM. Je ne vais pas me mettre à citer un consortium. Je ne vais pas me mettre à citer les entreprises nommément. Au-delà de ça, le SAGO, qui est organisé par le ministère de l'économie et de la planification. À tous les coups, le marché il est ouvert. Il y a des entrepreneurs étrangers qui arrivent. Comme j'ai dit, que les jeunes aillent s'abreuver à bonne source, qu'ils aient à la rencontre, n'est-ce pas, de ces éminences qui viennent de l'extérieur pour se mettre ensemble, voir ce qu'ils peuvent très bien faire ensemble. Nous avons 3 universités de créer. Au-delà des universités de créer, qu'est-ce que les jeunes devraient faire aujourd'hui? Ils sont nombreux à être titulaires de master 2 de doctorat spécialisé, doctorat PhD. Ils sont libres aujourd'hui d'apprêter ça des dossiers. N'attendez pas qu'on vous appelle. Soyez opportunistes. Arrivez déjà dans les scolarités, demandez si on peut déposer. On vous dit non, rentrez, devenez percutant, repartez une seconde fois. Donc, c'est ce que les jeunes devraient faire aujourd'hui. Alors, vous restez là à longueur de journée à la maison, vous regardez la télé, on vient vous dire, il y a eu ceci, ça s'est passé comment? Non. Au moment même où nous parlons, il y a le concours de la police. Ouais. On est encore en train de déposer les dossiers. Pour ceux qui ne le savent pas, allez-y déposer les dossiers. Pour combien de places? Vous avez un chiffre? Même si vous avez un chiffre, ça de mes bicoles. C'est pour vous dire, allez-y d'abord. C'est pour vous dire qu'au-delà de ça, il a parlé, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Je veux lui dire qu'il y a la banque des petites et moyennes entreprises. Alors, faisons un peu montre d'inventivité. Oui. C'est pas parce que moi, je n'ai pas un titre foncier que je vais me dire, je reste à la maison. Je vais chez SAB avec lequel je m'entends très bien, mon frère. Comme vous savez, vous appelez Tara ou Mola. Est-ce que tu as l'affaire qu'on demande là? Il me dit oui, donc mettons-nous ensemble. Je sais où moi je peux trouver des financements. Je tiens à rappeler là-bas que le pourcentage c'est 5%. Allons-y, voyons ce qu'on peut faire. Que les jeunes s'organisent en brigade pour pouvoir mettre en place des projets. Mais nous sommes à la maison, nous passons le temps à écouter des choses qui ne nous avantagent en rien. Et c'est que les gars ont beaucoup plus écouté ce soir. C'est quand M. Denis Emilien dormait pendant que le discours passait. Ça, c'est pour amuser la galerie. Je vous demande à la maison de faire attention à ce type de révélation-là. Pourquoi vous bagarrez lorsque le chef de l'État parle, M. Emilien? Vous avez tantôt admis que c'est grâce à lui que vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes donc déjà là. Faites la suite. Faites la suite. Ce conseil peut être utile à une autre frange de la jeunesse aujourd'hui qui n'avait pas encore suivi ce que vous avez suivi. Non, ça fait 36 ans qu'on suit le même conseil. Non, mais écoutez, il y a 36 ans,
n'était qu'au berceau. Ça fait Aujourd'hui, 36 ans. ce discours est Il novateur faut pour qu'ils nous eux. apprennent à Vous pêcher. devez, n'est-ce pas, l'écouter, monsieur Atanda. Il faut qu'ils nous apprennent Monsieur à pêcher. Atanda. Que le président Il y nomme a les la jeunes. part des petits Dernier moyens milliard, d'argent. dernier milliard. jeunes. Allez, Permettez, Conseil. Trouver permettez. un ami qui a un titre foncier, trouver un ami qui peut avoir autre chose qu'un titre foncier, à même, n'est-ce pas, de pouvoir vous permettre d'avoir de l'argent. Et faites-le. Voilà. Donc il ne peut être que Merci. mon grand-père. Je n'ai pas des amis. Oui, Grand-père. Marcel. Et je tiens à vous rappeler que là-bas, le ministre, c'est un jeune. Hein, pas très différent. Marcel. Je voulais intervenir à la suite de l'appel du chef de l'État Aux jeunes de la diaspora. Aux jeunes de la diaspora. Oui. Vous ne pouvez pas appeler... Il dit qu'il existe un programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. Oui, il existe un programme d'aide au retour. Mais moi, je voudrais dire qu'ils pensent à ceux qui sont mal lotis là-bas. C'est bien. Mais dans ce programme-là, concrètement, qu'est-ce qu'on leur offre? Est-ce qu'on envoie des gens là-bas, les récupérer, les ramener ici? Comment ça se passe? Parce que beaucoup de jeunes sont Il veut en bloqués. fait qu'ils rentrent. Parce que Il veut qu'ils le rentrent. discours de 2021, il dit que si vous êtes allé à la conquête du monde, revenez. Oui, c'est justement là que je voulais m'appesantir. Le chef de l'État demande que les jeunes de la diaspora reviennent. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait pour accueillir ces jeunes? Quand ces jeunes viennent au Cameroun avec des projets, les individus assis derrière leur bureau flotté. Il dit qu'il y a un programme d'aide. Non, ils viennent avec des projets. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec des projets. Ouais. Mais quand ils viennent avec ces projets-là, c'est toujours ces collaborateurs qui demandent, oui, qu'est-ce que moi je gagne dedans. Voilà. Et beaucoup de projets meurent comme ça. Justement. Allez par exemple au Sénégal ou au Mali, vous allez trouver une banque de la diaspora là-bas. Est-ce que vous savez que il y a les fonds que les diasporiens transfèrent au Cameroun contribuent largement à développer ce pays? Est-ce que vous pouvez imaginer que 40% des maisons qui sont conçues dans les villes au Cameroun appartiennent aux diasporiens? Mais alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider ces gens-là? Parce que beaucoup sont là-bas, quand ils envoient leur argent ici au pays, ils viennent après, on vous dit que non, on a bouffé tout l'argent et puis le gars rentre, il ne revient plus. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait donc pour aider ces jeunes-là à revenir, même si ce n'est pas pour s'installer, mais au moins pour promouvoir les différents projets qu'ils ont? Le gouvernement ne fait rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un appel vain, c'est un appel dans le vide qui n'a aucun effet. Je voulais terminer mon propos en disant à Serge Aimé Non, si on peut rester sur quelque chose sur la diaspora. Oui. Vous allez intervenir. Oui. Tout le monde va intervenir. Le programme d'aide à l'insertion. Oui, il nous reste quelques minutes. Oui. Hein. On peut garder ça pour après le journal? Il n'y a pas de problème. Bon, on va garder ça pour le journal. Hein. Je vois tout le monde veut intervenir. Madame, monsieur, on va faire un tour à Douala pour la pub et on revient pour Écran Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.